Les œuvres, il ne les a pas achetées pour s'en servir comme siège ou comme table ou comme élément de rangement. Il l'a acheté pour montrer un objet d'un artiste pop art différent. Ouais. C'était ça son problème. Alors, si vous voulez, et il s'agit d'un concept philosophique. Ouais. Justement, au XXe siècle, les artistes intègrent des concepts philosophiques dans leurs œuvres. Rasa, c'est ce qu'il fait. Il se réfère au mantra, il se réfère à l'imagerie religieuse indienne, aux icônes religieuses indiennes, et il crée ses œuvres abstraites en les reliant dans la perception à l'imagerie religieuse indienne. D'accord. Bon. Alors, si vous voulez, mais qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'au XXe siècle, on a remplacé la virtuosité par le concept. D'accord. Derrière l'œuvre, il y a une idée. Ouais. Et l'idée peut être un code d'innovation. Ouais. Une façon de revendiquer. Or, l'innovation est devenue, au XXe siècle, et maintenant, et ça continue au XXIe, est devenue le code de valeur. L'innovation. L'innovation. Vous n'êtes bon, vous n'êtes reconnu que si vous innovez. D'accord. Vous êtes dans un mouvement qui innove. Et ça, c'est relié au marché. Au marché. Ça, c'est inventé par l'industrie au XIXe siècle. Et ça marche encore aujourd'hui. Pour que les industriels automobiles vendent des voitures, il faut que les nouvelles soient différentes des précédentes. Sinon, on ne les vendra pas. Oui, tout à fait. Et c'est pareil en bijouterie, c'est pareil dans le vêtement. C'est pareil dans toute la consommation. Mais on a projeté sur le monde de l'art les codes de la consommation. Et d'ailleurs, les marchands sont devenus des gens fortunés quand ils réussissent, les artistes qui réussissent aussi, et le prix des œuvres d'art cotées a explosé. Oui. Mais parce que on a projeté le code de la société industrielle qui s'est créée au XIXe siècle, on l'a projeté dans le monde de l'art. Oui. Alors, je ne juge pas, oui, c'est un constat. C'est un constat. C'est la situation. Bon, alors, donc si vous me demandez comment je réagis devant cette situation, eh ben, moi je ne suis pas meilleur que d'autres. J'entre dans ce code-là également, en partie. Ça fait partie Alors, je sais que la première chose qu'on va demander à une de mes œuvres, la première, c'est pas d'être belle. Non, c'est d'être nouvelle. D'accord. Ensuite, éventuellement, on cherchera à savoir si elle séduit. Mais si elle n'est pas nouvelle, je suis foutu parce qu'on ne la regardera pas. Voilà. Voilà. C'est ça. Alors, le code, c'est ça. Alors, on peut, en philosophe, en moraliste, en sociologue, on peut le discuter, le contester. Et d'ailleurs, j'en ai parfois, entre guillemets, un tout petit peu souffert. C'est-à-dire, j'ai créé, dans mes œuvres, il y en a une qui n'est pas nouvelle dans son concept, qui est nouvelle dans son expression artistique. Ce qui est nouveau, c'est la façon dont j'exprime l'idée. Eh bien, l'œuvre est critiquée, parce qu'il y en a d'autres sur le même thème. Donc, j'ai utilisé un thème qui a déjà été utilisé. Eh bien, si je ne précise pas que j'ai aussi une expression, et un matin, eh bien, c'est pas tout à fait reconnu. J'ai fait un canapé en forme de bouche. Et Dali en avait déjà fait un, avant moi. Bon. Le mien, en expression, n'a rien à voir avec celui de Dali. Oui, mais pour certains amateurs, pour certains spectateurs, c'est une copie. Même si ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est même difficile pour un artiste d'avoir aujourd'hui le droit à l'expression. Il y a quelques artistes de très grand talent technique. Je suis en train d'oublier son prénom. Freud, c'est de Alan Freud.
qui est un descendant de Sigmund, donc qui fait du naturalisme, du réalisme expressionniste, qui est reconnu. Mais il faut de la chance pour être accepté dans ce mode, dans ce type de voie. Par exemple, pour faire mes œuvres et pour me faire aider par mes assistants, je fais des dessins préalables. Ces dessins intéressent Jean-Pierre Archenoux, parce que c'est un artiste lui-même et qu'il apprécie la technique artistique. Moi-même. Mais Jean-Pierre, il ne se dit pas artiste, hein, il se dit pas artiste. Hein. C'est très curieux, son attitude. Il est vraiment. Ah oui, j'ai vu ses œuvres. C'est simplement de la modestie. Alors, mais je lui ai dit, attention, mes dessins, il faut les considérer comme des documents techniques qui montrent, parce que certains n'ont jamais été réalisés, qui montrent quels étaient mes projets avant de les faire. Parce que dans mon histoire, il y a le fait que quand j'étais jeune et d'une naïveté confondante, j'ai été voir des galeristes en disant, voilà, vous voyez mes dessins qui sont là, et moi je suis capable de réaliser ça, si vous m'aidez. Je me suis fait jeter, bien sûr. Mais j'avais 28 ans, et donc je ne comprenais rien. Plus tard, j'ai compris. Je n'ai plus fait ça, bien sûr. Je me suis pris autrement. Mais je lui ai dit, attention, il ne faut pas les présenter comme des œuvres d'art. Parce que, comme artiste dessinateur, je suis nul. Comme artiste dessinateur, il y a, chaque année, il y a, je ne sais pas combien, il y a 10 écoles d'art, et 3000 étudiants qui dessinent mieux que moi. Parce que c'est ce qu'ils apprennent à faire. Moi, ce que je sais faire, c'est créer un objet fonctionnel avec une forme innovante. Voilà, ça je sais le faire. Tout le reste, il faut l'oublier. Le reste, c'est de la technique. Donc, ça illustre le projet, mais je ne veux pas revendiquer un quelconque talent de dessinateur, parce que c'est passé de mode. Que ça me plaise ou pas, c'est passé de mode. Il y a très longtemps, quand je fréquentais César et François Arnal, et puis Daniel Jolin et Michel Prel, enfin que j'étais jeune, dans un dîner chez le docteur Knapp, j'ai rencontré pendant quelques minutes Picasso, c'est-à-dire j'ai échangé, il était assis à côté de moi, à la table, donc j'ai échangé quelques mots avec lui. Alors, et je lui ai dit, alors aujourd'hui, compte tenu justement de la perte d'intérêt pour la société, et compte tenu du fait que ce n'est pas le propos des tableaux de Picasso, un artiste, à votre avis, pour vous, qu'est-ce que c'est? Et la réponse de Picasso était la suivante: un artiste, c'est un simple artisan qui a beaucoup d'idées. Ah, c'est génial ça. Voilà. C'est magnifique. C'est plus un grand dessinateur, un grand sculpteur, tout ça, c'est dépassé. Le César, qui aurait voulu être un artiste classique, qui aurait voulu être comme le héros du film La Belle Noiseuse, c'est-à-dire, je résume, faire de la belle sculpture académique toute la journée avec un beau modèle, et baiser le modèle à la fin de la journée. Voilà. C'est comme ça qu'il me l'a dit. Comment? Mais il l'a pas fait, Piccoli. Ah non, mais c'était trop tard. Il me disait, écoute Louis, aujourd'hui, pour réussir dans l'art, il faut faire du moderne. C'était son expression. C'est-à-dire, rien à voir avec ça. Ça, c'est fini, c'est dépassé. Ça, avec ça, on fait un scénario de cinéma, c'est tout. Mais alors, il a essayé un petit peu, il s'est représenté lui-même, il a un petit peu mêlé. Alors, c'est un grand artiste académique. Seulement, pour être un grand artiste académique, il fallait naître 100 ans plus tôt. À l'époque de Rodin. Sinon, ça vaut rien. L'art contemporain, c'est ça. Bon, alors, comme moi, j'avais au départ une formation et un esprit d'ingénieur.
Oui. Et je me suis dit, tiens, et que moi j'étais un passionné de l'art déco. Parce que l'art déco, méconnu à l'époque et très mal aimé après-guerre, au début, c'était un art d'innovation. Pourquoi? Eh bien, il existait une décoration, un art décoratif traditionnel réservé aux grandes familles, dont ça servait en quelque sorte de démonstration, de preuve. Les grandes familles montraient leurs œuvres d'art d'antiquité, montraient que c'était des vieilles familles consacrées par la noblesse de leurs ancêtres. Et puis, alors, les nouveaux riches, les parvenus, c'est comme ça qu'on les appelle, ils se sont intéressés, ils ne pouvaient pas avoir des sièges Louis XV et des tableaux de flamands pour démontrer que leur famille était ancienne, puisqu'ils étaient justement, c'était des pauvres devenus riches, des nouveaux riches. Alors eux, l'art nouveau, l'art déco, ça les a intéressés, parce qu'ils n'avaient rien à prouver. Donc au contraire, ils voulaient contester, ils voulaient révolutionner la situation. C'était des révolutionnaires, les gens de l'art déco. Et d'ailleurs, c'était pas seulement dans l'art, c'était dans la musique, dans la conduite, dans le comportement. Et leurs idées, leurs meubles, le début de déconstruction de la décoration classique qu'ils ont mis en place, c'était une innovation et une remise en question et une révolution. C'était des révolutionnaires. Alors moi, ça m'a passionné. Et puis, je me suis rendu compte, et on m'a expliqué, alors beaucoup de gens, Restani, César, Armand, Poustigue, beaucoup de gens m'ont expliqué ce que l'art était devenu, ce qu'il fallait faire pour être un artiste. Et ben moi, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis, je me suis dit, mais au fond, ce qu'ils font là, moi, je sens que je peux aussi le faire. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Alors, et être un virtuose de la sculpture ou du dessin ou de la peinture, c'était passé de mode. D'ailleurs, certains de ces artistes très connus ne savaient pas dessiner du tout. C'est curieux, Yves Klein et... alors, Armand savait un peu dessiner. Un peu. Mais, je veux dire, Yves Klein, Malaval, je peux en citer des tas, aurait été incapable même simplement de dessiner une cruche. D'ailleurs, ils ne l'ont jamais fait. Ah oui, c'est plus le problème. C'était... si vous voulez, prenons l'extrême, Raymond Hins ou de la ville de Glé, que sont leurs œuvres d'art? Des affiches qu'ils ont décollées et mis dans des cadres. C'était des gestes. Alors Rotella, lui, au lieu de décoller les affiches dans des cadres, il a décollé des affiches, il en a découpé des morceaux, les a réassemblés de manière un peu différente, et puis il a mis dans le cadre quand même. Ça fait le collage. Voilà, il fait des collages. Eh bien, l'art contemporain, alors bien sûr, il y a plusieurs tendances, chacune étant nouvelle par rapport à la précédente, mais c'est plus le même code, c'est plus le même système qui valorise ou pas l'objet créé. C'est un autre monde. Eh bien, les Chinois, les Indiens, eux, ils ont suivi ces codes-là, mais comme leur culture très ancienne et leur tradition était très classique, ils ont commencé par vénérer l'art académique classique occidental. Et d'ailleurs... Mais ce n'était pas un passage nécessaire pour les artistes occidentaux. Hein. Les Occidentaux n'avaient pas à prouver qu'ils poursuivaient une tradition. Oui, tout à fait. Tandis que poursuivre la tradition en Inde et en Chine, non seulement c'est une conduite sociale, mais c'est une obligation. Parce que les artistes abstraits, il n'y a pratiquement pas ici, dans ce livre-là, je suppose, les artistes abstraits qui auraient exposé à certains moments.
en Inde, il n'aurait pas été compris. Oui. Et en Chine, alors c'est plus grave. Oui. Et en Chine et en Russie, c'était beaucoup plus grave. Oui. Oui. Il se serait retrouvé en prison. Ah oui, oui. Vous savez. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est arrivé. Oui. Et d'ailleurs, pas seulement en Russie et en Chine, mais aussi en Allemagne à l'époque du nazisme. Où Hitler a même organisé une exposition de l'art décadent. Enfin, oui. C'est pas exactement ce titre-là, mais c'était un titre voisin. Oui. Dégénéré, de l'art dégénéré. Oui. Mais vous savez comment on finit les artistes dégénérés qui sont restés en Allemagne. Oui. Ils se sont trouvés en camp de concentration, exterminés. Oui. Bon, alors, si vous voulez, voilà la problématique. Alors, ici, vous avez la poursuite d'une tradition, mais bien sûr, à un moment donné, les artistes chinois découvrent l'art occidental, et comme ils le découvrent, ils vont faire pareil. Ouais. Mais ils vont faire pareil. Oui. Ils ne vont pas innover. Oui. Aucun artiste chinois, à ma connaissance, et aucun artiste indien n'a innové si on les compare aux tendances occidentales. Ils ont repris ces tendances, ils étaient les premiers dans leur pays, pas dans le monde. Oui. Dans le monde, les premiers, c'était les Européens de l'Ouest et les Américains. Oui. Surtout les Américains. Pourquoi pour plusieurs raisons, mais une raison fondamentale, c'est la guerre. Oui. Beaucoup d'artistes ont été obligés de se réfugier aux USA, soit parce qu'ils étaient juifs, soit tout simplement parce qu'ils étaient, comme disaient les nazis, dégénérés. Oui. Et qu'on les aurait arrêtés. Donc, la guerre a poussé l'art à émigrer aux USA. Ouais. Et aux USA, il y avait de l'argent. Alors, ils ont émigré aux USA et ils y sont restés. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour l'impressionnisme, comment ça s'est passé? Les plus beaux tableaux sont au musée de Chicago et au Metropolitan. Pourquoi? Eh bien, parce que Durand Ruel, le grand galeriste, a compris que l'impressionnisme était un mouvement d'avenir. Alors, il a acheté des centaines de tableaux. Et il a essayé de les faire reconnaître, de les faire apprécier et de les vendre. Et il s'est ruiné, parce que ça n'a pas marché. Et quand il a été ruiné avec ces tableaux qu'il ne vendait pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a traversé l'Atlantique et il a été les montrer aux Américains, qui eux n'avaient pas de tradition, pas de culture, pas de préjugés, parce que c'était des hommes d'affaires bruts, incultes, mais pas stupides. Et eux, ils ont acheté les tableaux de Durand Ruel. Et eux, ils ont fait fortune avec l'impressionniste. Et puis ils ont continué. Ils ont continué à acheter les tableaux des grands artistes européens. Et puis ensuite, ils ont installé les artistes européens chez eux. Puis ils sont devenus le nouveau centre de l'art contemporain. Alors que là, le centre de l'art historique, jusqu'en 1939, c'est Paris. Vous connaissez peut-être vaguement ce qui s'est passé historiquement en France entre 1939 et 1945. Pas vaguement, mais oui. Nous avons eu un régime de collaboration qui a suivi le nazisme dans toutes ses options. Et donc on a perdu, à cause de ça, on a perdu notre domination du monde de l'art que nous avions pendant tout le XIXe siècle et toute la première moitié du XXe, où tous les artistes venaient à Paris. Et bien maintenant, ils vont à New York. D'ailleurs, pourquoi est-ce que j'ai réussi finalement à me faire un petit peu connaître et à vendre mes œuvres en Europe? Parce que entre 1991 et 1998, j'ai été exposé en Amérique. Bon, j'ai eu un problème quand les deux tours se sont effondrées parce que j'avais des galeries à New York qui ont été ruinées par les conséquences de l'attentat. Donc, je suis passé de l'Amérique à la Chine. Mais à cette époque-là, pour être reconnu comme artiste, il fallait aller aux USA
pour s'y faire reconnaître. Oui. Et tout ce qu'on fait, comme Armand par exemple. Oui. Il y en a un qui justement ne l'a pas fait, c'est César. Ah oui. Oui, pour une raison. Moi j'ai vécu un petit peu avec lui, Louis Boulard, et chez sa femme. Alors donc, après la journée, bon, j'avais quelques confidences. Alors je sais pourquoi César n'a pas été aux USA, bien qu'il ait été invité par Armand pour de s'y installer. Oui. Pourquoi Alors je vais vous raconter, parce qu'il a dit, voilà, César, il faisait ma taille, il était même un tout petit peu plus petit que moi. Ah oui, d'accord. Bon. Oui. Et puis, pas très solide. Bon. Oui. Alors, il ne voulait pas aller aux USA, parce que les femmes sont trop grandes. Ah oui. Il ne voulait pas qu'elles lui mangent la soupe sur la tête. Ah oui. Il n'a pas voulu aller aux USA pour ça. C'est incroyable. Parce qu'il draguait en France. Ouais. Bon. Il passait Il en France. y a des Françaises qui ne sont pas trop grandes, ça marchait. Ça marchait, oui. Et aux USA, où elles font toutes 1m70 ou 1m80, Ouais. bon, alors il se sentait complexé. Voilà. Il n'a donc pas voulu aller travailler aux USA. Pas mal ça. Pas mal. C'est une exception. Oui. C'est le code. Oui. Si vous voulez réussir dans l'art contemporain, il faut aller exposer aux USA. Oui. Ensuite, quand vous revenez, vous êtes reconnu en France. Oui. Je n'ai pas fait exception à la règle. Oui, c'est comme ça. C'est des astuces. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Vous me connaissez.